Salut à tous, ravi de vous proposer un nouveau numéro de l'émission en compagnie d'un invité polyvalent. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a écrit pour un paquet d'artistes, on va en parler. Et il a sorti récemment son autobiographie. C'est donc l'occasion de retracer son parcours. Bonjour Dorian. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos débuts dans le monde de la musique? C'est d'abord quitter Bordeaux. C'était ma ville, enfin où j'ai Natal, grandi, où j'ai oui. passé où j'ai fait mes études. Et ensuite, il fallait vraiment quitter Bordeaux pour aller à Paris, parce qu'à l'époque c'était compliqué. Il n'y avait pas les réseaux Ah bah oui, bien sociaux, sûr, oui. Ouais. donc il fallait vraiment se déplacer. Et donc mes débuts ont été de signer avec Barclay assez vite, en 96, avec un premier album. Mais pour arriver à ça, j'avais contacté déjà plein d'artistes que j'aimais, des idoles que j'admirais quand j'étais ado, comme Etienne Dao, comme Ah oui, Lizzo, oui. comme Niagara, plein de gens comme ça. Et j'avais déjà envoyé mes maquettes à ces gens-là, et j'avais eu des retours, ce qui était formidable. Et en 96, donc vous connaissez le succès avec la chanson Au diable le paradis. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Eh ben, en fait, quand on sort une chanson qui marche, on pense que c'est normal, parce que Oui, notre chanson, oui, on la trouve super, donc oui, on est oui. content, et on trouve ça presque. Et surtout quand c'est la première, on se dit bon, c'est normal. Après, quand les chansons d'après passent moins à la radio, là, on se dit c'est plus normal Et oui, bien sûr, oui, oui. parce qu'on les aime autant, mais elles passent moins. Donc c'est quand même souvent c'est un miracle aussi quand une chanson marche, quand il y a quelque chose qui se passe entre le public et la chanson, et tout d'un coup ça nous échappe, et ça c'est merveilleux. Et j'avoue, donc pour le premier titre, j'étais dans quelque chose de très émerveillé, parce que je commençais à faire plein de télé, je faisais même des émissions de Jacques Martin, des trucs comme Ah ça. oui, Enfin, oui, on se souvient, oui, oui. c'est vraiment, ça paraît la préhistoire quand j'en parle comme ça, mais c'était assez merveilleux. Mais pour moi, j'avais pas conscience que le métier allait être aussi difficile, parce que pour moi c'était le début et ça marchait, et je me disais bon, ça va durer toute la vie comme ça, c'est super, Ouais. voilà, j'y reste. Après, je me suis aperçu que ce métier était beaucoup plus compliqué. Mais pourtant, le premier album, il y a eu d'autres singles qui ont plutôt, enfin, qui ont fonctionné peut-être moins que le premier, mais Oui, ça avait marché, mais c'est ouais, vrai que le deuxième album après avait moins marché, que oui, ça a été plus difficile, c'était un disque un peu plus laboratoire, avec des oui, c'est vrai. collaborations Ouais, plus indépendantes. Il y avait Philippe Catherine, il y avait des gens comme ça qui oui, étaient. c'est vrai. Ouais. Donc c'était un disque Moins grand public, quoi, en fait. un peu plus Ouais. confidentiel, voilà. Donc, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit tiens, bah je vais aussi écrire pour les autres, Hmm. parce qu'il fallait aussi Bah il oui, fallait oui. gagner sa vie. Et alors justement, pour quels artistes vous avez commencé à collaborer? La première artiste c'était Nano Guerra, Oui, oui. pour qui j'avais écrit un album, Projet Bikini. Puis ensuite ça a été le groupe Popstar, quoi. C'était Toutes les femmes de ta Ah vie. bah là, un énorme tube. Vous Ouais. attendiez pas un tel carton, si ou? Bah pas vraiment, non. Mais en même temps, je savais que ça allait être gros, parce que c'était la chaîne de télé Popstar. Enfin, en Oui. tout cas, c'était l'émission qui était assez regardée, donc vous Oui, il y datez avait de un la réalité. attachement pour les filles, oui. Ouais, Et il y avait un gros attachement ouais, pour les filles, ouais. donc on savait qu'il allait se passer un truc. Mais à ce point-là, Hmm. 2 millions de disques, ça reste quand même un truc. Et surtout que la chanson à l'époque était assez mal vue, puisque la télé-réalité était mal vue. Et puis aujourd'hui, 20 ans après, la chanson elle est devenue culte. Ah bah oui, on Et l'écoute avec plaisir à chaque fois, ouais. ouais, ouais, c'est pour ça. Et en 2006, vous avez enregistré un album pour l'une de vos idoles, Lio. Oui, Oui, Lio, ouais. oui. Que j'avais été rencontré chez elle, dans sa maison de campagne, quand j'habitais encore Bordeaux, avant de quitter Paris. Et j'avais frappé dans sa maison, parce que j'avais réussi à trouver son adresse. Et j'avais vu ça dans un journal Sud-Ouest de l'époque, et j'avais vu Lio s'installe en Charente. Moi j'avais dit waouh, c'est pas loin de chez moi, j'y Oui. vais. Et ça a été l'aventure, et j'étais frappé chez elle, et puis elle m'a ouvert la porte. Ah, excellent, Bon, oui. je raconte tout ça dans le livre. Enfin, Oui, avant oui. qu'elle m'ouvre la porte, il y a eu quelques étapes. Il y a eu quelques filtres avant. Mais D'accord, oui. je raconte tout ça. C'était vraiment merveilleux pour moi, parce que je rencontrais mon idole. Elle me recevait à boire le café. Et puis, elle m'a donné aussi plein de conseils. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé aussi dans ce métier. C'est en allant chercher les gens que j'admirais. Hmm. Quel souvenir vous gardez de votre collaboration avec Alain Bachung? C'était l'année suivante, je crois. Alors Alain Bachung, c'était au même moment. C'était une collaboration assez intense, qui a duré sur une année, avant qu'il tombe malade, et que finalement ces chansons sur lesquelles on travaillait, qu'on avait enregistrées, soient décalées et ne sortent pas. Hmm.
puisqu'il est mort assez rapidement, malheureusement, avec cette maladie. Oui. Ouais. Et les chansons sont sorties il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en 2020, je crois, sur l'album En Amont, posthume. Et voilà. Et donc c'est une collaboration qui m'a appris aussi beaucoup de choses. Ça m'a appris aussi la poésie. Je la connaissais, la poésie, mais je la pratiquais pas vraiment dans les chansons. Et cette ouverture avec lui sur des terrains beaucoup plus sombres, beaucoup plus introspectifs, ça m'a énormément aidé. Vous avez enchaîné d'autres collaborations prestigieuses, Sylvie Vartan, Paul Naref, Mika, Julien Doré, j'en passe et des meilleurs. Votre carrière de parolier a vraiment pris de plus en plus de place, non, dans votre parcours, dans votre carrière? C'est simultané, mais parce que j'ai continué, j'ai fait 5 albums parallèlement à mon travail d'écriture. Et mes albums restent quand même des disques pop confidentiels où j'ai un petit public. Vous avez votre public, oui. Mais j'ai pas de pression, donc j'ai pas besoin d'être rentable, de sortir un disque tous les 2 ans, etc. Donc je fais vraiment un disque quand j'en ai envie, quand j'ai envie de partager ça avec les gens qui me suivent et voilà. Mais j'ai besoin des deux. J'avoue que j'ai besoin aussi de collaborer avec d'autres artistes et aussi de faire mes disques pour moi. Vraiment, je cohabite vraiment avec les deux. Alors, j'en parlais en introduction, votre autobiographie Un homme de parole est sortie il y a quelques semaines. Le titre est bien trouvé. Oui, merci. Non, c'est vrai. Donc, dans ce livre, vous dévoilez un peu vos relations artistiques et intimes qui ont jalonné le parcours dont on vient de parler. Oui, parce que c'est aussi un métier dans lequel on s'engage. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Un homme de parole, au pluriel. Parce que, effectivement, j'écris des paroles, mais j'ai aussi une parole. Et ma parole, c'est aussi être là quand l'artiste a besoin. C'est plus que d'écrire des textes, c'est être là physiquement, c'est se déplacer, comme je l'ai fait avec Michel Polnareff. Je suis parti, j'ai pris un avion. Ah oui. Je suis parti à Los Angeles, parce qu'il vit là-bas. Il vit même à Palm Springs, dans le désert. Donc depuis Los Angeles, après 12 heures d'avion, j'ai pris une voiture pendant 3 heures et j'ai roulé jusqu'à chez lui pour le rencontrer et finalement ça devait durer 8 jours et je suis resté 80 jours avec lui. Ah oui, d'accord. Donc parce qu'avec lui on sait jamais comment ça va se passer. Oui, certainement. Et puis effectivement avec lui c'est ce que je raconte dans le livre, ça fait un bon quart du livre, c'est tous les hauts et les bas de l'écriture qu'on a pu rencontrer ensemble et aussi de notre amitié qui s'est greffée à tout ça. Donc c'est aussi raconter ce que c'est que ce métier à l'ancienne. C'est-à-dire s'engager avec des artistes, avec aussi tous les inconvénients que ça peut avoir, parce que parfois on s'éloigne de sa vie privée, on s'échappe aussi de sa vie privée, oui. hyper disponible. Et c'est ça, je pense que les gens n'ont pas conscience de ce métier qui est un métier de l'ombre, c'est un métier un peu invisible, et pourtant c'est un métier qui demande énormément d'engagement. Et c'est ce que je voulais raconter dans ce livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai pu faire une rencontre forte dans ma carrière, que ce soit Mika, que ce soit Paul Naref, que ce soit Bachung, que ce soit Lio, Kerenan, ce sont des gens avec lesquels je suis engagé, et engagé amicalement. Et c'est aussi pour ça qu'on peut arriver à faire des chansons aussi proches d'eux-mêmes. C'est-à-dire que écrire des chansons pour des artistes... écrire des chansons pour des artistes, si vous voulez, c'est facile. En tout cas, on peut le faire. Mais raconter l'histoire de ces artistes-là, c'est-à-dire écrire plus une chanson pour Michel que pour Paul Naref, c'est ça qui m'intéresse. Moi, écrire plus pour Michael Pilman que pour Mika, c'est ça qui m'intéresse. Écrire pour Vanda plutôt que Lio, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'artiste. C'est pas le personnage public. Et ce qui est beau dans ces rencontres, c'est finalement d'avoir accès à l'intimité de ces gens-là, pour pouvoir les comprendre, les connaître vraiment et que eux, à leur tour, puissent se raconter sur une scène, de manière sincère. Et dans ce livre, vous racontez aussi les secrets des plus gros tubes à votre actif, un peu comment ils ont été composés. Oui, je raconte Elle me dit avec Mika, je raconte L5, Toutes les femmes de ta vie, je raconte Non pour Camilla Jordana. Il y en a pour Julien Doré, il y en a pour pas mal d'artistes, Bachung, La mariée des roseaux. Je raconte aussi ce qui n'a pas marché. Ah oui, c'est ça qui est intéressant aussi, ouais. Dans le livre, je veux surtout que les gens se rendent compte ce que c'est que ce métier de parolier. Et finalement, parfois, on écrit des chansons, on y croit énormément,
Et puis ça a été le cas avec Françoise Hardy qui m'avait contacté pour un texte parce qu'elle avait adoré Les bords de mer que j'avais écrit pour Julien Doré. Oui. Et elle voulait un texte pour elle. Et elle m'avait envoyé une chanson d'un compositeur, Alain Lubrano, et elle voulait un texte sur cette chanson. Elle-même n'arrivait pas à écrire dessus. J'avais proposé un texte, elle l'a trouvé super, elle m'a dit bravo, c'est exactement ce que je voulais, merveilleux. Donc moi j'étais aux anges. Parce que Oui, on imagine bien, oui. On me dit c'est super. Et le lendemain, j'ai appris que le compositeur ne voulait pas que sa propre chanson existe. C'est-à-dire qu'en fait, c'était même pas le problème de mon texte. Ah oui, d'accord. Il ne voulait pas il n'aimait pas sa propre musique et il ne voulait pas que Françoise Hardy chante sur sa musique. Donc la chanson n'a jamais existé, n'a jamais sorti. C'est frustrant, oui. Et donc c'est hyper frustrant parce que c'est une collaboration qui a été comme ça un peu avortée parce que c'était en train de se faire et ça ne s'est pas fait. Bon, voilà. Ça fait partie des déceptions. C'est un métier aussi où on n'est pas intermittent du spectacle, on n'a pas du tout de sécurité. Oui, bien sûr. Ce que je raconte aussi, c'est que pour vivre de ce métier, il faut vraiment avoir des choses qui marchent à la radio, sinon il n'y a aucun revenu, il n'y a pas de droit d'auteur. Et c'est plus les années 60, on ne vit pas toute sa vie avec un tube. Donc voilà, bien sûr. Les temps ont changé et je voulais vraiment aussi que les gens se rendent compte que c'est un métier où il faut être hyper actif, bosser beaucoup, donner beaucoup de soi pour pouvoir en vivre. Même si c'est un métier qui est jusque-là un peu invisible, je voulais le rendre un peu visible avec ce livre. Dorian, dans les prochaines semaines, vous allez vous consacrer à la promotion de ce livre ou vous avez d'autres choses là sur le feu dont vous souhaitez nous parler ? En ce moment, il y a beaucoup de promotions sur le livre. J'ai eu la chance qu'il soit hyper bien accueilli partout, que la presse soit vraiment très très belle. Voilà, et donc je continue la promotion. Parallèlement à ça, il y a un album de Mika en français qui va sortir en décembre. Avec un premier single là que nous diffusons, qui fonctionne bien, oui. Et ben voilà, que j'ai écrit avec Mika, qui s'appelle C'est la vie. Ouais. Voilà, et donc j'ai écrit beaucoup de chansons sur le prochain album qui sort en décembre. Et puis parallèlement à ça, je prépare aussi un concert pour moi à Paris, à la Maison de la Poésie, en novembre, et aussi des chansons pour d'autres artistes, mais c'est encore un peu tôt pour en parler. Voilà. Mais en tout cas, vous viendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère qu'on aura donné envie aux auditeurs de lire donc Un homme de parole, votre autobiographie. Merci beaucoup Dorian, puis à bientôt alors.